Bonjour monsieur. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce retard, mais j'ai quelquefois du mal à maîtriser le temps. Alors, mon cher collègue, nous accueillons donc monsieur Mathias Matala, président de JALMA, qui est un cabinet de conseil spécialisé en économie de la santé. Tout à fait. Pardon. Je vous rappelle, monsieur, que conformément au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vais vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Écoutez, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie, monsieur Matala. Donc je vous propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de commencer l'audition par un exposé liminaire, puis de répondre aux questions des membres de la commission. Vous avez la parole. Bien, merci, monsieur le président. Je tiens tout d'abord à préciser, bon, vous l'avez dit, mais que je suis spécialiste en économie de la santé et donc en aucun cas un spécialiste des questions médicales ou d'épidémiologie. Hein. Non, mais on vous a auditionné en tant qu'économiste de la santé, bien entendu. Rassurez-vous, on ne posera aucune question relative à la vaccination. Alors, tout à fait. Alors, ce que je vais essayer de faire, bon, je vais vous donner ma perception un peu de cette crise, ce dossier du virus H1N1. Sous forme d'un certain nombre de questions-réponses. Je me suis posé moi-même un certain nombre de questions ces derniers mois. Bon, j'ai donné des réponses qui sont les miennes, et donc je vais vous faire part de ces réponses, de ces questions et de ces réponses. Premièrement, je me suis posé la question, depuis le début, c'est-à-dire depuis plus d'un an, est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui comporte un risque majeur de santé publique? C'est-à-dire, est-ce que ce virus H1N1 effectivement était une menace pour la santé publique? Bon, la réponse, je crois que les faits l'ont assez clairement donné. La réponse c'est non. On n'avait pas affaire à quelque chose qui était une véritable menace de santé publique. La deuxième question, qui est un peu, je vais dire, le corollaire immédiat de la première, c'est est-ce qu'on pouvait le prévoir et à quel moment est-ce qu'on pouvait le prévoir? Alors, je pense qu'on pouvait le prévoir et je vais dire on pouvait le prévoir au plus tard dans le courant de l'été 2009. C'est-à-dire en juillet-août, à un moment où on commençait à avoir une visibilité assez claire sur ce qui se passait dans l'hémisphère sud, y compris d'ailleurs dans des territoires français comme la Nouvelle-Calédonie. Donc on savait que à cette époque-là que le virus était inoffensif, que ça se soignait très bien au paracétamol. Je répète simplement ce que disaient des médecins généralistes calédoniens qui étaient confrontés au sujet à l'époque à la télévision. Et d'ailleurs c'est ce qui effectivement ressortait aussi de ce qu'on savait des pays anglo-saxons de cette région du monde. Donc on savait dès juillet-août que ce virus était inoffensif et on savait, en tout cas, les choses paraissaient claires pour des spécialistes sérieux du sujet, que la chance qu'il avait de muter en quelque chose de létal et de violent en quelques semaines était sans doute nulle. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement... Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas ce que les virologues disent. Hein. Alors... C'est pour ça que je constate que effectivement vous n'êtes pas virologue comme vous le disiez en commençant. Ça, c'est une. Alors après, la question suivante, c'est est-ce que l'action des pouvoirs publics dans les différents pays, dans le nôtre mais aussi ailleurs, hein, est-ce qu'elle a été proportionnée finalement à ce qu'on savait, notamment, on va dire au cours de l'été 2009? Voilà, la réponse, bon, on le voit aujourd'hui, sinon je serais sans doute pas là, c'est que cette réponse a été un peu partout assez largement disproportionnée, puisque il y a eu à certains moments un écart qui était presque comique entre le dispositif qui était mis en place et les enjeux réels auxquels on était confrontés. En tout cas, on le voit avec le recul. Alors après, on peut se poser la question pourquoi, hein, pourquoi est-ce que les dispositifs mis en place ont été à ce point déconnectés de la de la réalité, hein, et du risque réel. Alors là-dessus, on voit avec le recul que les gouvernements étaient mal conseillés, en premier chef par l'OMS, hein, qui a effectivement créé un climat de psychose. Hein.
en montant très rapidement ces échelles de risque, hein, et en déclarant le stade de pandémie finalement de façon très contestable, et aussi sans doute dans les différents pays aussi par les experts nationaux, parce que l'OMS n'a pas été seul à conseiller les gouvernements et à définir la politique. Dans chaque pays, finalement, un certain nombre d'experts nationaux se sont exprimés, ont conseillé les gouvernements en place. Alors après, maintenant, et c'est un peu le thème de votre commission, si j'ai lu le libellé, oui. C'est est-ce que ces mauvais conseils résultent, hein, parce que c'est un peu la question qu'on voit partout aujourd'hui, d'une collusion entre finalement l'OMS et éventuellement certains experts et une industrie, hein, qui apparaît assez logiquement comme le grand bénéficiaire de cette non seulement elle apparaît, mais elle est. Oui, non mais bon. Alors là-dessus, très honnêtement, je suis pas un spécialiste notamment du fonctionnement de l'OMS, et je pense en plus qu'il y a un certain nombre de commissions d'enquête qui sont aujourd'hui à l'échelle internationale en œuvre. Elles donneront leurs réponses. Bon, la seule chose que je constate, c'est que l'OMS a beaucoup de mal à clarifier les rapports d'un certain nombre des experts qu'elle utilise avec l'industrie, et que c'est sans doute un mauvais signal. Mais cela étant, je ne suis pas en mesure d'interpréter complètement, je ne connais pas assez bien le dossier pour interpréter complètement ce signal. Alors après, pour ce qui est des experts nationaux, hein, après, là-dessus, je peux juste donner quelque chose qui est chez moi une intime conviction. Premièrement, en tout cas en ce qui concerne la France, hein, qui est effectivement le pays dont je connais le mieux le fonctionnement. Je crois qu'on va se rendre compte que, on va dire, tous les experts sérieux des sujets ont forcément des rapports avec l'industrie, parce que c'est l'industrie qui finance la recherche, et que donc je vois pas, à part des gens qui font. Elle la finance de moins en moins. Hein. Enfin, elle la finance quand même encore très largement. Hein. Donc forcément tout le monde a à un moment donné, hein, dans ce secteur, des relations avec l'industrie. Après, moi je pense que pour les grands experts qui ont effectivement qui se sont exprimés à un moment ou à un autre sur le sujet, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus important que les relations qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel opérateur, c'est leur réputation, hein, c'est leur image et leur réputation. Hein. Je pense que pour eux, la priorité pendant cette crise, ça a été de préserver leur réputation. Et c'est quelque chose de tout à fait humain. Ils ont tous, hein, le souvenir de leurs prédécesseurs du début des années 80, qui étaient aussi de grands médecins, et qui ont vu arriver l'épidémie du sida, et qui n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru que c'était sérieux, parce qu'au début des années 80, c'était pratiquement impossible pour un esprit normalement structuré, 40 ans après l'introduction des antibiotiques, de croire simplement à la possibilité du développement d'une pandémie infectieuse, de nature infectieuse. Donc à l'époque, effectivement, ils n'y ont pas cru, on en a cloué un instant au pilori, et leurs successeurs s'en souviennent. Hein, ce qui fait qu'on est sans doute passé de ce qui a été sans doute de la négligence au début des années 80 à un excès de prudence aujourd'hui, c'est-à-dire à une obsession du risque zéro, qui fait que, encore une fois, je pense que aucun expert, hein, au moment où les choses se sont déclenchées, a voulu prendre le risque de minimiser, hein, comme ça a été fait au début des années 80, le phénomène, au risque de se tromper. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a très peu de probabilité qu'un virus mute. Cela étant, même si c'est infinitésimal, même si c'est 1 sur 1 million, c'est pas zéro. Hein, voilà. On est bien d'accord. Donc on est passé d'un extrême à l'autre, et quelque part, si vous voulez, c'est assez logique, parce que si vous avez, si vous dites a priori qu'il va rien se passer et qu'il se passe quelque chose, vous vous faites lyncher. Si vous dites a priori qu'il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose et que il se passe rien, on dira de vous que vous êtes un homme prudent et que finalement vous aviez sans doute pris la bonne décision. Même si on a dépensé quelques 500, 600, 700 millions, c'est pas trop, hein. En pure perte. Mais regardez le drame du sang contaminé, l'épidémie du sida. À l'époque, on n'a pas fait de chiffrage parce on était peut-être dans des périodes où l'argent comptait moins, j'en sais rien. Mais globalement, on n'a pas fait de chiffrage. Ça a été une catastrophe sanitaire, une catastrophe économique, une catastrophe financière, puis une catastrophe humaine. Ça a détruit la carrière de beaucoup de gens, ça a détruit la vie de beaucoup de gens, etc. Donc, je pense que oui, ça a coûté 5, 6, 700 millions. Enfin, peu importe. Après les chiffrages, on peut toujours en discuter, hein, selon ce qu'on prend
compte. On pourra en discuter tout à l'heure. Mais le débat, c'est donc quelque part les experts. Moi, encore une fois, je dis que je suis convaincu que pour beaucoup d'entre eux, la sauvegarde de leur réputation était quelque chose de beaucoup plus important que tout le reste. Et le problème des ministres qui ont géré le dossier eux-mêmes, enfin, ils ont quand même un cuisant souvenir d'un de leurs prédécesseurs qui, en 2003, a effectivement négligé, a pas pris au sérieux le risque de la canicule, et qui effectivement a été aussi cloué au pilori, un peu comme le directeur général de la santé des années 80. Donc effectivement, je pense qu'on est passé, si vous voulez, il y a eu un phénomène qui effectivement était très traumatisant, c'est la crise du sang contaminé, qui effectivement a sans doute été amplifié, a éclaté, puis a été un désastre parce qu'il y a eu une négligence, parce qu'on l'a pas pris au sérieux au départ. Donc on est passé maintenant à l'autre extrémité du balancier, ce qui fait qu'on n'est pas aujourd'hui psychologiquement en mesure de gérer ce type de crise de façon sereine et en prenant le recul nécessaire. Après, il faudra à un moment donné effectivement trouver, et peut-être que la crise actuelle est aussi salutaire, il faudra à un moment trouver un juste équilibre entre la négligence et puis l'obsession du risque zéro. Mais je sais pas. Vous voyez, je suis un peu dubitatif sur le fait qu'on y arrive tout de suite. Hein. Il y a quelque part, il faut sans doute que ce phénomène des années 80 s'efface un peu de la mémoire collective, hein, en tout cas de la mémoire des gens qui décident et qui font autorité aujourd'hui. Donc ça va prendre encore peut-être une demi-génération. Voilà. Donc le reste, après sur le fait que il y aurait eu des collusions, etc. Moi, je laisse le soin aux commissions d'enquête de déterminer. Moi, je ne connais pas assez bien les dossiers ni les relations des uns avec les autres pour pouvoir me prononcer. Et j'aime pas me prononcer sur des sujets que je connais pas. Bien. Vous avez terminé. Alors, je voudrais quand même revenir sur le problème du chiffrage, hein, puisque vous avez déclaré, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes ici, hein, enfin une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, vous avez dit à qui profite, on vous pose la question, à qui profite la grippe A/H1N1? Elle profite à quelques entreprises, à commencer par les grands laboratoires. Est-ce que depuis le mois d'août vous avez progressé et vous pouvez donner un chiffre concernant le profit que l'industrie pharmaceutique a pu réaliser grâce ou à cause de cette pandémie? Puisque dans le récent rapport qui a été publié le 4 juin du Conseil de l'Europe, il était indiqué, et là la source c'était je crois la banque JP Morgan, on indiquait que ces bénéfices auraient pu s'élever jusqu'à 10 milliards de dollars. Alors je voulais savoir si ces chiffres... vous les critiquez ou vous... Sur le marché du vaccin, il y a deux choses. Enfin, il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte si on regarde. C'est d'abord les vaccins. Donc effectivement, qui sont quand même le gros de l'addition. Ensuite, effectivement, il y a les antiviraux, les médicaments comme le Tamiflu, qui représentent une partie. Puis après, il y a des choses beaucoup plus anecdotiques, comme tous les masques, les gels, etc. Mais bon, dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup fait état, mais enfin qui représentent des enjeux économiques beaucoup plus modestes. Sur les vaccins, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision exacte de l'addition, enfin à l'échelle globale, simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations de commandes, parce qu'on a commandé finalement tellement de vaccins que les laboratoires n'ont même pas été en mesure de fournir, et donc beaucoup de contrats ont finalement été annulés assez facilement. Donc c'est difficile. Cela étant, après, si vous voulez, le marché des vaccins, c'est un marché d'un peu plus de 20 milliards de dollars. Donc ça m'étonnerait qu'il avant la grippe, hein. Donc ça m'étonnerait qu'il ait augmenté dans des proportions telles, malgré cette pandémie, on va dire, enfin cette pseudo-pandémie, pour qu'on arrive à des bénéfices de l'ordre de 10 milliards, voire même un chiffre d'affaires de 10 milliards. Je vais faire preuve de prudence en vous disant qu'il s'agit peut-être d'un chiffre d'affaires. Il faudrait je pense que rapport. Est-ce qu'il s'agit de bénéfices ou de chiffre d'affaires? Moi, j'avais évalué le chiffre d'affaires à 6-7 milliards de dollars plutôt qu'à 10. Après, j'ai pas... Vous chiffrez à 6-7 milliards le chiffre d'affaires à l'occasion de cette pandémie. Oui, parce que si vous voulez, on avait parlé, on était en France, je crois, à 800 et quelques millions d'euros, donc mettons autour d'1 milliard de dollars, mais on est à beaucoup moins finalement. C'est-à-dire que ça baisse tous les mois. Hein.
Ça baisse parce que les contrats ont été annulés. Donc, si vous voulez, le gouvernement a visiblement bien négocié les annulations. Mais de toute façon, Mais vous êtes sûr que c'est annulé? Vous êtes sûr que c'est... Écoutez, moi, je crois ce que j'entends, si vous voulez. Donc après, j'ai pas de raison de mettre en doute la bonne foi du ministre ou de ses collaborateurs. Les contrats... Non, parce que le ministre avait déjà annoncé il y a 2 ou 3 mois, le jour où elle est venue auditionner à la commission, que ça y est, c'était fait, 38 millions avec GSK, 38 millions. Hein. 38 millions. 38 millions avec GSK et l'affaire était... Après, ce qu'on ne sait pas, mais c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas, parce que GSK, que nous avons interrogé après, a dit non, nous, c'est une proposition que fait le gouvernement, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette somme, et je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûr aujourd'hui que les négociations ont abouti et qu'il y a un commun accord entre le gouvernement et GSK, pour ne citer que ce laboratoire, sur le montant d'un dédommagement. Non, mais après, effectivement, que les négociations éventuellement soient encore en cours, c'est possible. Cela étant, la position des laboratoires est quand même très faible, parce qu'ils se sont engagés sur des quantités qui n'étaient pas en mesure de livrer. Donc, bon de toute façon, aujourd'hui, je crois que ce que vous dites là, je crois que sur les 94 millions de doses qui avaient été commandées à l'origine, en avril, dans le meilleur des cas, les laboratoires étaient en mesure de livrer 30 millions de doses. Et sur quoi vous vous fondez pour indiquer que les laboratoires n'étaient pas en mesure de livrer les doses qui faisaient l'objet de ces contrats? Parce que tout simplement, elles n'étaient pas livrées. C'est-à-dire, quelque part, les laboratoires, les commandes qui ont été annulées, ont porté sur des vaccins qui n'ont pas été livrés. Oui, mais enfin, c'est grave ce que vous dites. Hein. Les laboratoires se sont donc engagés face au gouvernement, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne pourraient pas tenir leur engagement. En gros, c'est ça. Est-ce qu'ils le savaient pertinemment? Après, c'est ce que... Est-ce qu'il le savait pertinemment? Là encore, je ne sais pas, mais en tout cas, il apparaît clair aujourd'hui que les doses n'avaient pas été livrées. On avait quand même prévu un pic pandémique au printemps, au démarrage. En fait, je crois qu'il a eu lieu un peu avant Noël, et encore sur une petite baguette. En tout cas, les vaccins n'étaient pas livrés, ni à l'hiver, ni au printemps. De toute façon, on voit bien que un peu partout, les campagnes de vaccination, de toute façon, non plus, ont pas du tout donné les effets escomptés, d'ailleurs, ni en France ni à l'étranger. Ce qui fait que, au bout du compte, je ne sais pas à quoi on a assisté, mais on a assisté à quelque chose où on était incapable d'opérer des vaccinations à partir de vaccins qui eux-mêmes avaient du mal à être livrés. Oui, vous l'indiquiez déjà dans votre interview aux Échos, puisque vous disiez le pire, et c'était le 13 août 2009, le pire c'est que ces vaccins ne seront pas livrés avant octobre et qu'ils ne serviront donc à rien. Et là, vous avez fait preuve quand même d'une prescience assez extraordinaire. Oui, vous savez, je crois que le problème des cycles industriels, c'est que on peut faire ce qu'on veut, mais si on veut respecter un minimum de règles de l'art, on peut pas fabriquer des vaccins comme ça par millions d'un coup. Donc c'est pas, à moins de prendre des risques démesurés en termes de qualité de ce qu'on fournit. Et aucun de ces laboratoires peut se le permettre, ni d'ailleurs en termes d'éthique ne le ferait. Donc voilà. Donc bon, il est possible effectivement que de ce point de vue-là, on ait assisté un peu à un poker menteur. Parce qu'effectivement, il me semble qu'on était très loin d'une livraison des quantités attendues. Donc vous maintenez que lorsque les laboratoires ont signé les contrats, manifestement, ils étaient conscients qu'ils ne pourraient pas faire face à l'application de ce contrat en matière de doses. Vous savez, je suis pas à l'intérieur de la tête des dirigeants des laboratoires, donc je peux pas le savoir. Mais en tout cas, avec le recul, on se dit que de toute façon, les doses n'auraient pas pu être livrées. Est-ce que c'était prévisible? A priori, quand on gère un cycle industriel, on doit être capable de le prévoir. Est-ce qu'on avait tablé sur finalement une pandémie beaucoup plus longue, ce qui paraissait curieux vu les éléments qu'on avait de l'hémisphère sud? Est-ce qu'on avait tablé sur quelque chose de beaucoup plus long? J'en sais rien. Non, je préfère pas me prononcer sur des choses que je ne sais pas de façon absolument certaine. En tout cas, vous avez des doutes. Je les ai exprimés dans cette interview aux Échos du 13 août, auquel vous faites référence. Je pensais effectivement qu'on assistait à quelque chose d'assez curieux, où effectivement
on parlait de quantités qui paraissaient à l'époque difficilement réalistes, quoi. Oui, c'était des... Alors, cela étant, avec le recul, ça arrange tout le monde, parce que du coup, les contrats se dénouent finalement sans drame inutile. C'est-à-dire que même si on paye quelques dizaines de millions de dédits, ça vaut mieux que quelques centaines de millions pour des vaccins qu'on mettra à la poubelle. Donc, d'une certaine manière, pour les finances publiques, en tant que contribuable, je peux trouver ça que bien. Hein. Ça veut dire aussi qu'il n'était pas capable de les fabriquer en temps utile. Si on arrive à ce que on arrête les fabrications et que il se passe rien. Ils auraient dû, si vous voulez, les laboratoires auraient dû les livrer bien plus tôt. Hein. Donc, s'ils n'étaient pas, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de les livrer en temps utile. Oui, et cela étant, on a constaté un peu partout, et pas seulement en France, que les campagnes de vaccination elles-mêmes, en fait, en tout cas sous la forme sous laquelle elles ont été faites, permettaient pas de vacciner les gens aussi vite. Hein. On a vu, j'ai plus les chiffres exacts en tête du nombre de personnes vaccinées, c'est quand même extrêmement faible. 5,7 millions. 5,7 millions. Ouais. Mais de mémoire, les chiffres étrangers sont pas meilleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas, oui. La France n'est pas particulièrement plus mauvaise que les autres élèves de la classe. Hein. Ah, le plus mauvais, c'est la Pologne. Hein. Oui. Ça, c'est catastrophique. Hein. Ah oui, alors là. Et finalement, avec un résultat qui n'est pas plus catastrophique que le résultat français. Je parle au point de vue des morts. Hein. Oui. La grippe. Hein, d'où l'efficacité de la vaccination. C'est un véritable problème. Oui, alors est-ce que vous avez des éléments concernant le coût qu'a représenté cette campagne de vaccination pour le gouvernement ? Vous n'êtes pas penché sur ce problème-là ? C'est très difficile parce que, si vous voulez... Parce que les chiffres même du gouvernement changent avec les jours. Hein. On nous parlait il y a un mois de 600 millions, c'est-à-dire à peu près 121 € la vaccination, ce qui est quand même assez élevé. Hein. 121 € pour l'injection d'un vaccin, même si c'est un vaccin pandémique, je trouve que c'est quand même très élevé. Et puis là, on nous annonce, c'était dimanche, hein, que ça ne dépassait pas 500 millions. J'avoue que j'ai des difficultés à comprendre cette évolution des chiffres. Est-ce que vous avez des éléments qui pourraient nous éclairer ? Non, parce que Je pensais qu'un économiste de la santé suivait ça de près et aurait pu nous aider. Non, malheureusement, parce que si vous voulez... Alors en quoi pouvez-vous nous aider alors ? Non mais si vous voulez, quelque part, il faut savoir ce qu'on met dans les chiffres hein, qu'on présente. Hein. Est-ce qu'on met des coûts directs, est-ce qu'on met des coûts indirects, etc. Donc il faudrait d'abord, pour mettre tout le monde d'accord, bâtir une méthodologie de construction du coût. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dedans ? Est-ce qu'on met toutes les consultations de généralistes Non. Voilà. Donc non. Là, pour moi, les consultations de généralistes hors vaccinodrome, vous voyez. Hors vaccinodrome, oui. Non, mais uniquement les prestations des médecins dans les vaccinodromes. Mais est-ce que ça a une réelle signification ? C'est-à-dire le coût d'une pandémie, c'est pas uniquement les coûts directs de vaccination. C'est l'ensemble des coûts associés, c'est-à-dire c'est les coûts pour l'assurance maladie, les consultations supplémentaires, etc. À chaque fois qu'on analyse, par exemple, simplement une épidémie de grippe saisonnière, on voit bien des pics dans les comptes de l'assurance maladie au moment du pic pandémique, des pics de dépenses, mais qui ne sont pas simplement liés au vaccin, à la vaccination, enfin même une vaccination sélective. Alors je pense qu'il faudrait reprendre les mêmes méthodes d'évaluation et puis effectivement se poser une question en coût global. Vous pensez par exemple qu'il ne faut pas inclure le prix des masques ? Ah si, il faut introduire le prix. Il faut l'introduire. Même si c'était plutôt dans la perspective d'une grippe H5N1 beaucoup plus virulente. Non ? Oui. Oui, mais les masques ont existé quand même. Oui, vous pensez qu'il faut les inclure. Oui, alors là, manifestement, je ne pense pas que... Parce que les services du ministère de la Santé incluent les masques. Ouais. Après, ils n'incluent pas non plus apparemment les antiviraux. Après, je pense que ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est quel est le surcoût réel par rapport à une pandémie de grippe saisonnière ?
Quel est le surcoût, combien il y a eu de morts en plus, c'est-à-dire quels sont l'ensemble des effets, et ça c'est très difficile à évaluer. On ne sait même pas aujourd'hui, très honnêtement, à ma connaissance, évaluer le nombre de cas de grippe qu'il y a eu. On sait tout juste le nombre de gens qui ont été vaccinés. On ne sait pas le nombre de cas qu'il y a eu. Moi, j'ai entendu des chiffres qui fluctuaient de 1 à 3. Il y a une fourchette. Hein. Oui, non, mais les fourchettes, elles sont larges. Hein. Oui, oui. Donc honnêtement, c'est très difficile dans ces cas-là d'évaluer un coût, de dire que c'est réellement un surcoût. Si vous voulez, c'est l'éternel débat qu'on a. En 2003, c'était le débat de se dire il y a eu 15 000 morts pendant l'été. Et en réalité, quand vous observez les statistiques de sinistralité de décès, c'est-à-dire les statistiques de décès de l'année, c'est beaucoup moins que ça. C'est-à-dire que on peut supposer qu'une partie de ces personnes seraient décédées dans l'année parce qu'elles étaient effectivement très âgées et en très mauvaise santé. Donc c'est la même chose. Il faudrait voir réellement ce que ça représentait par rapport à une grippe saisonnière classique. Je rappelle qu'une grippe saisonnière classique, c'est quand même entre 3500 et 5000 morts. C'est-à-dire c'est quand même beaucoup plus. Ce sont des chiffres qui sont très contestés et contestables. Hein. Parce que la grippe elle-même ferait, semble-t-il, beaucoup moins de morts. Ce sont les complications de la grippe qui seraient à l'origine de cette mortalité qu'on chiffre habituellement entre 4 et 6 000. Hein. Mais lorsque vous parlez de, je sais plus, je crois que l'Institut national de veille sanitaire a parlé de 300 et quelques morts pour la grippe H1N1. C'est ça, 300. Mais c'est essentiellement des... 340 maintenant peut-être. Ah, plus. On est plus. Oui. Ce sont essentiellement... Peu importe. Oui. Ils sont au-dessus de 300. Oui, mais c'est essentiellement des gens qui sont morts de complications, ils ne sont pas morts de la grippe elle-même. Ceux-là, non. Ben, ceux-là, il nous a été dit qu'on était sûr qu'ils étaient effectivement morts de la grippe H1N1 pandémique. Puisque tous ces morts ont fait l'objet d'un contrôle virologique. Hein. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. C'est la première fois, d'ailleurs, où on est sûr de la causalité des morts de la grippe. Voilà. Alors, je suis aussi chargé, ça vous a peut-être échappé, mais le rapporteur est absent. Alors, je dois le remplacer et vous poser quelques questions. Alors, la première, je ne vous la pose pas puisque vous y avez déjà par avance répondu dans votre exposé liminaire, mais la seconde me semble susceptible de recevoir une réponse. Comment expliquer le décalage qui semble avoir opposé, d'une part, les autorités sanitaires et la communauté scientifique qui ont privilégié une vision catastrophiste de la situation et d'autre part, sa perception plus proche de la réalité par les professionnels de la santé, la population en général, et puis aussi des gens comme vous. Hein. Je ne parle pas de tous les économistes de la santé, mais enfin, vous faites partie de ceux qui ont eu, dès le mois d'août, une perception de la réalité qui correspondait à la vérité, quoi. Répondu à cette question, je crois que on est aujourd'hui dans une ceux qui décident et ceux qui les conseillent privilégient le risque minime, le risque zéro. C'est-à-dire effectivement c'est le traumatisme c'est le résultat des deux grands traumatismes sanitaires qu'on a vécu depuis 30 ans en France, c'est-à-dire le sida et puis la canicule. Oui, c'est vrai, vous l'avez donc, le médecin généraliste, lui, ou l'économiste de la santé qui observe ça froidement de l'extérieur, il n'a pas la même vision. Il n'a pas à prendre de décision, donc il observe les faits objectivement, il regarde ce qui se passe. Le généraliste calédonien, il voit qu'il soigne très bien cette grippe avec du paracétamol, et il réalise qu'elle est inoffensive, et que donc le dispositif qui est mis en place est sans doute très, très exagéré. Donc, encore une fois, le décalage, il est normal. Je dis pas qu'il est bon, je dis pas que c'est sain, mais je dis qu'il est assez compréhensible. Alors, estimez-vous, là aussi, vous avez partiellement répondu, mais je repose la question, si vous voulez. Estimez-vous les moyens financiers déployés par le gouvernement disproportionnés? Encore une fois, c'est une question de perception. C'est-à-dire, dans les faits, on voit qu'ils ont été disproportionnés. À l'origine, pour ceux qui décidaient, ils ne l'étaient pas. Parce qu'ils estimaient effectivement que le risque ne valait pas la peine d'être couru et qu'effectivement, il fallait mettre en œuvre des mesures, y compris très coûteuses,
pour éviter même une probabilité minime que ça se passe mal. D'après vous, donc, le gouvernement, en adoptant cette stratégie, aurait cherché à se protéger beaucoup plus qu'à protéger la population. Si vous voulez, en protégeant la population, il se protège. C'est assez logique. Hein. Oui, mais là, il s'avère le rôle des responsables politiques, c'est de protéger la population, et ils sont jugés là-dessus. Oui, mais enfin, là, il s'avère que la population n'avait pas besoin de cette protection. Après, oui. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, après coup, finalement, on se dit, bon, on avait pris ces mesures, à la limite, ça avait tourné mal, elles auraient été appropriées. Mais bon, là, les choses se sont bien passées, il n'y a pas eu de pandémie. Voilà, c'était disproportionné. Je suis malheureusement, effectivement, c'est choquant d'un point de vue économique. C'est choquant peut-être en termes d'utilisation des fonds publics à un moment où effectivement l'assurance maladie a des déficits absolument abyssaux, etc. Mais en même temps, je sais honnêtement pas ce que j'aurais fait si j'avais eu une décision à prendre à ce moment-là. Vous voyez, j'ai un rôle facile de l'extérieur. J'observe ça. Je suis pas aux affaires. Je ne conseille pas les gens qui sont les décideurs. Donc c'est une position très facile. Donc je peux être très lucide, je peux avoir beaucoup de recul parce que je me mouille pas. Donc disant cela, vous n'en déduisez pas pour autant que le gouvernement a manqué de courage ou a fait preuve de pusillanimité. Je ne peux pas dire ça. Ce serait pas honnête. Ce serait pas honnête. Et que diriez-vous du gouvernement polonais qui, lui, a décidé de ne pas recourir à la vaccination? Il n'y a pas eu d'affaire du sang contaminé en Pologne, à ma connaissance. Vous voyez, et puis c'est la Pologne est un pays qui a, je pense que la notion de vie humaine, c'est une notion qui est très relative selon le degré de richesse des nations. Donc on a des stades d'évolution économique très très différents. Rappelez-vous, l'été dernier, les manchettes absolument scandaleuses qu'il y avait dès qu'il y avait un mort de la grippe H1N1, ça faisait la manchette des manchettes des premières pages de la presse régionale, avec souvent une désinformation assez choquante, puisqu'on omettait de dire que les personnes en question avaient des facteurs de risque très très aggravés. Donc je pense la perception n'est pas la même. Donc les décideurs prennent pas les mêmes décisions parce qu'ils n'ont pas. Et donc pour qualifier leurs décisions, vous voulez pas employer le terme pusillanime, par exemple, pour la décision qu'a prise le gouvernement français. Quel adjectif utiliseriez-vous pour qualifier la décision du gouvernement polonais? Le gouvernement polonais, il a pris un risque. Courage, inconscience. Je sais pas. Je sais pas comment le qualifier. Bon, c'est sans doute un peu entre les deux. D'un réel effort. Comment? Je dis, j'ai pourtant fait preuve d'un réel effort pour essayer c'était une réponse. Si vous voulez, de mon point de vue, la décision qui a été prise par le gouvernement polonais est une décision, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, est une décision courageuse. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Cela étant, je ne pense pas que un gouvernement français aurait pu faire la même chose. Il aurait été désavoué par l'opinion. Très massivement, on lui aurait reproché effectivement de ne pas prendre des précautions. Ensuite, effectivement, quand les choses sont mal passées, on lui reproche d'en avoir pris trop. C'est le problème. Et alors, comment expliquez-vous que l'opinion se soit montrée très défavorable à la vaccination? Comment peut-on imaginer à la fois que l'opinion pourrait reprocher au gouvernement de ne pas assez vacciner, alors qu'elle est elle-même, d'après les sondages dont nous disposons, plutôt défavorable à la vaccination? Il y a une contradiction. Ouais. Je pense aujourd'hui que on se focalise beaucoup sur l'aspect financier. On dit bon, on a acheté, je sais pas combien, une dizaine de millions de doses de vaccins, et puis ensuite on en a revendu certaines, fait annuler un certain nombre de commandes par les laboratoires. On est beaucoup focalisé là-dessus, sur finalement les dizaines de millions de vaccins et les centaines de millions d'euros que ça représente. Moi, je pense qu'il y a deux éléments qui sont passés en second plan et qui, pour moi, sont beaucoup plus importants. Le premier, c'est le choix qui a été fait d'une vaccination de l'ensemble de la population. C'est quelque chose qui en soi était là un choix technique extrêmement contestable, puisqu'on a réalisé que c'était pas possible de le faire, c'est-à-dire en un temps aussi court. Donc on s'est rendu compte qu'on s'était engagé dans un processus qui n'était pas réaliste.
Et ensuite, c'est la façon dont on a organisé le processus de vaccination. La façon elle-même était aberrante. On a fait des espèces de vaccinodromes, je crois que vous avez c'est l'expression avec vous. Cette expression, oui, parce mais que bon, j'en trouve pas qui est très, non mais qui est très adapté. On a fait des vaccinodromes et on a finalement construit un circuit de vaccination qui n'était pas populaire, qui était contraignant. Alors que globalement, on a écarté par exemple les médecins généralistes du circuit, ce qui est une aberration, et on se rend compte in fine que il est très heureux pour tout le monde qu'il n'y ait pas eu de vraie pandémie, parce que je ne sais pas comment on aurait fait pour vacciner en cas de vraie pandémie avec le processus qui a été mis en place. Le vrai problème il est là, et je pense que c'est l'enseignement qu'il faut tirer pour les crises sanitaires suivantes. Un, il faut peut-être effectivement mieux mesurer le danger réel, mais deux, surtout, il faut organiser le processus de façon à ce qu'il soit opératoire. À la limite, la terreur rétrospective qu'on peut avoir, c'est de se dire heureusement que ça s'est bien passé. Oui, mais enfin d'un côté, c'est ça que je comprends pas, parce que vous dites que le gouvernement a bien fait, finalement, de commander autant de doses, puisqu'il fallait se couvrir, quoi, en quelque sorte, compte tenu. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait, ce que je vous ai dit, Monsieur le Président, c'est que le choix de la prudence est un choix que je comprends et qui était logique. Oui. Je vous ai dit que si j'avais été à la place de ceux qui ont décidé, je l'aurais sans doute fait un choix de prudence. Après, fallait-il décider de vacciner tout le monde? Moi, je pense que non. C'est-à-dire qu'on sait très bien que on ne l'a jamais fait. Il fallait pas acheter autant de vaccins. Donc il fallait acheter effectivement beaucoup moins de vaccins. Ah oui. Donc après le débat de savoir s'il fallait une ou deux vaccinations, c'est un débat que je laisse aux experts. Je laisse aux experts. Je ne pose pas la question, non. Ça. Je suis pas compétent. Non, donc moi non plus, j'ai beaucoup de mal à. J'ai pas trouvé vraiment difficile. de personnalité très compétente dans ce domaine. Donc si vous voulez, fallait-il décider de vacciner tout le monde? Je pense que non. Fallait-il monter un processus de vaccination qui, de toute façon, n'a pas permis de vacciner grand monde au bout du compte, parce que c'est moins de 10% de la population qui a été vaccinée? Sans doute non plus. Ah oui, c'est quand même... C'est là que on est en droit de se poser des questions. On commande un nombre de vaccins que sans prévoir dans le même temps les conditions ou les mettre en place les instruments qui permettront de administrer effectivement ces vaccins. Donc il y a là quand même une absence de prévision de la part du gouvernement. Ou alors, en commandant les vaccins, ils ne croyaient pas, comme les laboratoires, qu'il aurait besoin d'autant de vaccins. Donc c'était des contrats qui étaient passés, mais les uns et les autres, on savait qu'on ne pourrait pas mobiliser. Je pense que la leçon qu'on doit retirer est beaucoup plus inquiétante. C'est plus inquiétant. Beaucoup plus inquiétante. C'est que finalement, on se rend compte de quoi? Effectivement, la pandémie n'en était pas une, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc tout le monde est soulagé. Mais in fine, on se rend compte qu'on n'est pas du tout préparé à faire face à une réelle pandémie. C'est-à-dire que quelque part, on a perdu la dernière grippe un peu majeure, je crois, a eu lieu dans les années 60. C'est la grippe de Hong Kong. 68. 68, oui. 68. Donc quelque part, on a perdu cette capacité à faire face à ce type de phénomène. Et la vraie leçon, c'est peut-être que il serait utile de se préparer à celle qui arrivera un jour forcément. Et on n'arrête pas de se préparer. On n'avait jamais été aussi bien préparé à une pandémie que cette fois-ci. On avait un plan béton. Non, c'est ce qu'on pensait, je pense. Et puis ça... C'est désespérant. Voilà. Je suis pas sûr qu'on était réellement préparé. On a pris les mesures, on a pris un certain nombre de mesures. Écoutez, on était préparé pour la H5N1. Manque de bol, c'est la H1N1. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Les faits ont démontré qu'on n'était pas préparé. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc ça me semble être une leçon beaucoup plus, de portée beaucoup plus considérable pour la suite, finalement, que le fait de se dire est-ce qu'on a bien fait de dépenser, je ne sais plus combien de centaines de millions, est-ce qu'on aurait pu dépenser moitié moins? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ça a montré qu'on était la façon dont les choses se sont déroulées a montré qu'on n'était pas préparé, même si on pensait l'être, à ce type de phénomène. Et que donc il faut sans doute repenser aussi la préparation. D'accord. Alors,
J'avais une question sur l'éthique. Ça vous branche, ça, l'éthique? Posez-la, et j'essaierai de vous répondre si je peux. Alors, la ministre de la Santé nous a indiqué que la décision de commander 94 millions de vaccins a été prise sur des fondements éthiques afin de pouvoir proposer à chaque Français un vaccin. Quelle doit être, selon vous, la place accordée à l'éthique dans la prise de telles décisions, notamment par rapport aux arguments sanitaires et économiques? Je crois qu'on peut pas. Et d'ailleurs, les Français, à la différence peut-être des Anglo-Saxons, sont pas du tout prêts à ce débat. On peut pas mettre en jeu des vies humaines sur des arguments économiques. Donc, de ce point de vue, je suis d'accord avec la ministre. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que pour des raisons économiques, pour des arguments économiques, on va priver telle ou telle partie de la population qui aurait des facteurs de risque de la possibilité d'être vacciné. Après, c'est toujours le débat, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Fallait-il commander 94 millions de doses pour effectivement faire face à ce débat d'éthique? Ça n'a pas été démontré. D'accord. Une dernière question. Toujours dans ce même article, vous soulignez, c'était l'article du 13 août 2009, vous soulignez les différences de ton des campagnes de communication menées par la France et le Royaume-Uni, jugeant celle du gouvernement français beaucoup plus alarmiste. Comment expliquez-vous ces différences? C'est le... je pense que paradoxalement, quelle que soit l'opinion qu'on peut porter sur les systèmes de santé, je pense que le système de santé britannique est beaucoup plus à même de faire face à ce type on va dire de risque sanitaire, simplement parce que les Anglais ont une médecine de premier recours qui est d'excellente qualité. C'est d'ailleurs ce qui fait que... Pluridisciplinaire. Oui, au Royaume-Uni, il y a eu 500 morts pendant la canicule 2003 contre 15 000 chez nous. Simplement parce que les GP, les médecins généralistes britanniques, ont traité le problème très en amont. Donc il y a, je pense, un sentiment chez eux de capacité à faire face qui est sans doute beaucoup plus grand que chez nous. Ce qui explique effectivement sans doute la tonalité très différente des campagnes. Bien, écoutez, Monsieur Guéry, vous avez peut-être quelques questions. Allez-y, nous avons le temps. En fait, on nous a dit, je ne me souviens plus qui nous a dit que si on vaccinait 30% de la population dans le cas d'une pandémie type grippe espagnole, on arrêterait la pandémie. On arrêterait qu'il n'était pas nécessaire de vacciner 100% de la population. Ce qui veut dire que au lieu de 94 millions de doses, on en aurait commandé un tiers. Alors, je ne sais pas quelle est votre appréciation sur cette question. D'autre part, moi je ne sais pas ce qu'est la société Jalma. Peut-être vous pourriez nous en dire deux mots. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Comment vous êtes financé? Juste pour mon information, pas pour... C'est une société de conseil privée, oui. Donc tout à fait privée, donc qui est spécialisée dans toutes les problématiques qui tournent autour du financement de la santé. Et nos clients, ce sont soit des organismes de sécurité sociale, c'est essentiellement des financeurs, oui. Soit des mutuelles, des institutions de prévoyance, etc. Et pas du tout les... Non, on ne travaille pas pour l'industrie pharmaceutique. D'accord. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas de problème d'éthique à venir témoigner. D'accord. Alors sur la question de la grippe espagnole, je vous ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Cela étant, ça me paraît extrêmement, l'affirmation paraît très rapide, c'est-à-dire que si vous voulez, le virus H5N1 de mémoire, le risque de décès, c'est la probabilité de décès était de 100 fois supérieure à celle d'une grippe saisonnière classique, à peu près. C'est ce qui était indiqué. Comment? Oui. C'était le titre de l'article du Monde paru. Ça c'est le H5N1. Pardon? Ça c'est le H5N1. Ça c'est oui. Oui. Donc oui. Le H1N1 c'est rien du tout. Mais ah oui, mais le H1N1, ils avaient dit la même chose. Ça, je pense que c'était une information erronée. C'est-à-dire qu'on est parti de statistiques qui étaient beaucoup trop parcellaires,
C'est-à-dire qu'on a analysé des séries statistiques qui n'étaient pas représentatives et on en a tiré des conclusions très rapides. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu sans doute un peu de désinformation et de gestion de psychose. Hein. Mais cela étant, après, sur un virus très virulent, dire qu'on peut arrêter le virus en vaccinant les 30% de la population qui a des facteurs de risque réels. Hein. Je crois que c'est un professeur Gentilini qui nous a dit ça. C'est quelqu'un de ce niveau-là. C'est possible. Après, bon. ça paraît. Cela étant, face à un phénomène de type grippe espagnole ou H5N1, vous avez deux débats. C'est la stratégie qui est effectivement la plus efficace et ce qu'attend la population. Globalement, face à un H5N1, tout le monde voudrait être vacciné. Sauf que les gens, apparemment, n'ont pas tellement accepté d'être tous vaccinés parce qu'ils s'apercevaient que la vaccination n'est pas la solution de tout. Mais parce que sur le H1N1, je pense que la population a fait preuve de beaucoup de sang-froid et qu'il n'y a pas cru. Hein, il n'y a eu aucun mouvement de panique. Il y a eu à l'automne, il n'y a eu aucun. Les cinémas étaient pleins. Enfin, il n'y avait pas de phénomène de panique qui s'est manifesté. Donc ça veut dire que les gens n'y croyaient pas. Ce qui est aussi un sujet. Bon, écoutez, je vous en prie. Donc, il me reste à vous remercier, Monsieur Vatala, pour avoir répondu avec beaucoup de patience aux questions que nous avons posées. Merci beaucoup. Merci à vous.